3 tonnes d'or récupérées et les marchés clignent des yeux. Les prévisions annonçaient l'effondrement, mais le Mali confirme 67 tonnes en 2025, tandis que les flux restent stables. Que vaut une doctrine quand Ibrahim Traoré rappelle que compter, certifier et vérifier précède toute négociation? Tout se joue dans l'écart. La promesse de cette séquence est simple, mais exigeante. Comprendre comment une décision administrative, en apparence technique, peut déplacer en moins d'un cycle fiscal l'équilibre entre marchés internationaux et souveraineté locale. Le bénéfice pour le public tient en une ligne, savoir lire l'écart entre anticipation extérieure et réalité opérationnelle sans tomber ni dans l'alarmisme ni dans l'euphorie. L'enjeu, lui, est double. D'abord, mal interpréter ces signaux conduit à surestimer la rupture, donc comme si tout allait s'effondrer d'un jour à l'autre. Ensuite, cela peut aussi pousser à sous-estimer la méthode en réduisant une doctrine à un slogan alors qu'elle devient un paramètre mesurable. Ici, il ne s'agit pas d'un récit idéologique, mais d'une mécanique cumulative. Audit, certification et renégociation s'enchaînent et chaque geste compte parce qu'il s'additionne au précédent. La question de fond est donc immédiate. Que révèle vraiment la stabilité quand tout le monde attendait un choc? Le premier indice a surpris les observateurs. En 2025, le Mali a produit près de 67 tonnes d'or alors que certains modèles annonçaient une contraction rapide. Ce chiffre n'est pas un détail. Il ouvre une brèche nette entre prévisions extérieures et réalité mesurée. Pour comprendre cette divergence, il faut revenir à l'épisode des 3 tonnes d'or récupérées. L'événement n'a pas seulement attiré l'attention médiatique, il a fonctionné comme un révélateur. Les marchés anticipaient un choc. Les administrations locales constataient une continuité. Cette asymétrie oblige à relire la mécanique. La stabilité ne vient pas d'une inertie passive, mais d'un changement dans la manière de mesurer, déclarer et contrôler la valeur produite. Et c'est là que l'écart entre baseline et delta devient une information en soi, parce qu'il pointe les angles morts des anticipations. Dans ce cadre, la référence burkinabé prend tout son sens. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré avait déjà montré qu'une réforme comptable pouvait devenir un acte politique structurant. Son principe est simple. Avant de négocier, l'État mesure. Avant d'annoncer, il certifie. Dans ce renversement méthodologique déplace l'axe de légitimité. Il ne s'agit plus de convaincre par le discours, mais de stabiliser par la preuve. Au Mali, l'enchaînement a été rapide. Les audits successifs ont mis en lumière des clauses héritées d'anciens accords, exemptions fiscales disproportionnées, sous-déclarations régulières, mécanismes opaques de transfert de prix. Chaque correction n'est pas un geste isolé, c'est un maillon de chaîne. Un détail compte ici. L'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna a transformé le contrôle en enquête, ligne par ligne, incohérence par incohérence. Que se passe-t-il quand une administration cesse de vérifier par routine et commence à vérifier par méthode? La question ouverte au début trouve alors une première réponse. Ce n'est pas la surprise du chiffre qui importe, mais la doctrine qui rend ce chiffre possible. Et si la stabilité n'était pas un miracle, mais un protocole, pour quitter les graphiques, il faut suivre ceux dont le quotidien a réellement basculé. Un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des vérifications routinières, décrit un tournant précis. Avant, son travail consistait à comparer des déclarations transmises par les opérateurs, puis à classer le dossier. Après l'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna, chaque ligne est devenue une piste à explorer. Une incohérence n'était plus un incident, c'était un signal à documenter. Le contrôle cessait d'être distant. Il devenait méthodique, presque enquêté, avec un objectif implicite, réduire l'espace où la valeur peut se dissoudre. Un second regard montre l'autre face du changement. Si le directeur d'une petite société de maintenance industrielle explique comment son entreprise, autrefois reléguée à des contrats périphériques, a été sollicité pour remplacer des prestataires étrangers en retrait. L'opportunité a été immédiate, mais les exigences aussi, délai strict, traçabilité complète, certification systématique. On ne lui demandait plus seulement de réparer, on lui demandait de prouver. Cette nouvelle norme a coûté du temps, des procédures, des formations. Elle a aussi transformé une activité locale en maillon stratégique. Ces trajectoires convergent vers un constat unique.
La reconfiguration sahélienne ne s'impose pas par proclamation, mais par accumulation de gestes précis. Les audits renforcés, les contrats réalloués, les marges renégociées déplacent progressivement le centre de gravité opérationnel. C'est dans ce cadre, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure symbolique que comme un repère de méthode, faire de la comptabilité une discipline de souveraineté observable dans le travail quotidien. Et au fond, voilà l'essentiel. Une doctrine devient réelle lorsqu'elle change ce que les gens font, pas seulement ce qu'ils disent. Avant l'activation, la lecture dominante était presque mécanique. Les marchés anticipaient une fragilité croissante. Les administrations locales étaient perçues comme réactives, dépendantes, et la production semblait suspendue aux décisions extérieures. Puis un geste a déplacé l'ordre des priorités, imposer un administrateur provisoire, lancer des audits systématiques et traiter la mesure non comme une formalité, mais comme un levier. C'est là que commence la séquence. Tout commence par une étape simple. Mesurer d'abord. Les audits maliens entrent dans les déclarations ligne par ligne. Ils ne cherchent pas une anomalie spectaculaire, mais une cohérence. Très vite, 3 zones grises apparaissent, des exemptions fiscales héritées, des sous-déclarations récurrentes et des mécanismes de transfert de prix dont la logique échappe à la lecture publique. La première conséquence n'est pas une crise, mais un changement de comportement. Là où l'on signait, on exige désormais des preuves. Là où l'on acceptait, on compare. Un détail devient central. La valeur ne se discute plus avant d'être comptée. Cette discipline transforme l'audit en instrument stratégique, pas en réaction défensive. Vient ensuite le moment où les chiffres contredisent le récit. Le point de bascule survient lorsque les données opérationnelles défient les projections alarmistes. Le Mali confirme près de 67 tonnes d'or produites en 2025. Le contraste devient trop visible, les modèles prévoyaient une contraction, le terrain affiche une continuité. À ce moment précis, les marchés n'abandonnent pas le secteur, mais ils perdent une partie de leur monopole narratif. Le risque n'est plus évalué uniquement par anticipation, il est confronté à des indicateurs. Et c'est ici qu'un effet régional se dessine. L'approche associée à Ibrahim Traoré, qui place la vérification au cœur de l'action publique, cesse d'être perçue comme une singularité burkinabé. Elle devient un protocole reproductible. Avant de négocier, on certifie, avant de promettre, on documente. Le climax, paradoxalement, il n'est pas marqué par une annonce spectaculaire, il est marqué par une stabilisation inattendue. Les flux restent stables, les extractions se poursuivent, les salaires continuent d'être versés, les raffineries locales absorbent progressivement des fonctions logistiques autrefois externalisées. Les opérateurs étrangers, confrontés à des exigences de transparence accrues, ajustent leurs pratiques ou réduisent en leur présence. Cette réduction partielle ne crée pas un vide immédiat, elle ouvre un espace. Des entreprises nationales sont sollicitées pour combler les retraits, mais sous une condition nouvelle. Prouver la qualité, tracer chaque étape, certifier chaque livraison. La redistribution ne s'opère pas dans le chaos, elle se fait par transfert de responsabilité. Enfin, l'onde régionale devient perceptible. La résonance se mesure moins dans les déclarations politiques que dans l'alignement méthodologique. Les administrations voisines observent que la souveraineté comptable ne provoque pas l'effondrement annoncé. Elles constatent qu'une production de données nationales renforce la capacité de négociation. Au Niger, cette lecture encourage des révisions contractuelles inspirées de l'expérience malienne, tandis que les cadres régionaux commencent à s'accorder sur des standards de contrôle plus comparables. L'espace sahélien n'entre pas dans une logique de rupture, il entre dans une logique de cohérence graduelle. La séquence devient lisible. Activation par la mesure, stabilisation par la contradiction des modèles, puis résonance par l'alignement progressif. Une question persiste pourtant, et elle conditionne la suite. Si la stabilité est le produit d'une méthode, que se passe-t-il lorsque cette méthode doit résister aux pressions extérieures et aux limites internes ? Pour lire correctement cette séquence, il faut accepter une règle simple. Les chiffres ne servent pas à prouver une victoire. Ils servent à tester une méthode. Ici, la méthode sahélienne consiste à réduire l'écart entre ce qui est annoncé, ce qui est déclaré
et ce qui est certifié. L'intérêt des données n'est donc pas leur éclat, mais leur cohérence dans le temps. Elles indiquent si la mécanique d'audit, de contrôle et de renégociation produit une stabilisation ou si elle génère une rupture. Un premier repère apparaît en 2025, le Mali produit près de 67 tonnes d'or. Cela indique une continuité opérationnelle malgré les audits intensifs. Or, ce volume ne signifie pas une accélération spectaculaire. Il signifie surtout que l'hypothèse d'un effondrement immédiat ne tient pas face aux flux observés. Autrement dit, les audits n'ont pas interrompu l'extraction. Ils ont déplacé l'attention vers la qualité de la déclaration et la traçabilité des volumes. Cette continuité est décisive, car elle empêche un raccourci fréquent, confondre renforcement du contrôle et arrêt de la production. La stabilité ne prouve pas l'absence de tension, elle prouve que la tension peut être absorbée par une discipline administrative. Mais ce chiffre devient réellement parlant lorsqu'on le compare au récit dominant. Les modèles pessimistes pariaient sur une contraction rapide en supposant que les opérateurs se retireraient ou que la logistique serait paralysée. Or, là le terrain montre autre chose. Les chaînes continuent et les acteurs s'adaptent. Ce décalage force une relecture. La vulnérabilité n'est pas seulement économique, elle est aussi méthodologique. Lorsque les données locales deviennent plus solides, les scénarios construits sans elles perdent en autorité. Un deuxième repère se dégage, la production progresse d'environ 12% sur 2 ans. Cette hausse suggère une reconfiguration progressive plutôt qu'un choc. Ce pourcentage ne doit pas être lu comme une success story. Il doit être lu comme un signal de cohérence. Malgré l'augmentation des exigences documentaires, l'activité ne se contracte pas. Cela signifie que les contraintes imposées, audit, certification, vérification, n'ont pas détruit le fonctionnement du secteur. Elles ont surtout changé les règles de conformité. Les opérateurs doivent en produire des preuves plus précises et l'administration doit traiter ces preuves avec une rigueur nouvelle. On ne mesure pas seulement des tonnes, on mesure aussi la capacité institutionnelle à maintenir une trajectoire stable tout en resserrant le contrôle. Cette progression modérée éclaire aussi la nature du basculement. Si la rupture était totale, on verrait une chute brutale ou une volatilité erratique. Si l'euphorie était réelle, on verrait une explosion. On n'observe ni l'un ni l'autre. On observe un mouvement lent mais lisible qui correspond exactement à l'idée centrale. La souveraineté n'apparaît pas par un coup d'éclat, elle se construit par accumulation de deltas vérifiables. C'est ici que l'influence associée à Ibrahim Traoré prend une valeur méthodologique, déplacer la légitimité vers la preuve, et faire de la comptabilité un instrument politique concret. Un troisième repère complète l'image. Dans certaines zones minières, l'emploi augmente d'environ 15% en 2025. Cela reflète un transfert de contrats vers des acteurs nationaux. Ce chiffre ne concerne pas tout le secteur et il ne suffit pas à lui seul pour conclure. Mais il éclaire un mécanisme clé. Lorsque des prestataires étrangers réduisent partiellement leur présence, la continuité dépend de la capacité locale à combler les fonctions techniques, logistiques et de maintenance. L'augmentation de l'emploi suggère qu'une partie de ce transfert s'est produite sous une condition stricte, répondre aux nouvelles exigences de traçabilité et de certification. Autrement dit, l'espace qui s'ouvre n'est pas un espace gratuit, il est conditionné par la qualité, la preuve et la conformité. Pris isolément, ces trois repères pourraient sembler insuffisants. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La production reste stable, la trajectoire progresse modérément et des effets périphériques apparaissent sur l'emploi. Aucun indicateur ne raconte une rupture radicale. Tous racontent une stabilisation méthodique. Et c'est précisément cette convergence qui oblige à déplacer le regard. La question n'est plus qui a raison idéologiquement, mais quelle méthode produit des résultats vérifiables. Quand les données cessent d'être importées et deviennent produites localement, les marchés ne disparaissent pas, mais ils perdent leur capacité à imposer seule la narration. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument solide, centré sur l'investissement. Selon eux, la récupération accélérée de valeur et la multiplication des audits fragilisent l'attractivité du secteur.
Une révision contractuelle permanente réduirait la prévisibilité, donc la capacité des opérateurs internationaux à planifier des financements lourds, des équipements coûteux et des chaînes logistiques intégrées. Dans cette lecture, même une réforme bien intentionnée peut produire un effet mécanique. Moins de capitaux, moins d'expertise importée et une pression accrue sur des administrations nationales qui ne disposent pas toujours des mêmes moyens techniques. Ce raisonnement n'est pas caricatural. Il est fondé sur une contrainte réelle de l'industrie minière. Le second argument, tout aussi robuste, concerne la continuité opérationnelle. Celle-là, les opposants estiment qu'une pression administrative excessive peut désorganiser les chaînes de production. Si des prestataires étrangers réduisent en leur présence, le risque n'est pas seulement financier, il devient logistique. Maintenance retardée, rupture d'approvisionnement, baisse de productivité. Dans ce scénario, l'incertitude réglementaire pèserait davantage que les gains attendus de la souveraineté comptable, créant un climat peu propice aux engagements industriels de long terme. Autrement dit, la méthode pourrait coûter plus qu'elle ne rapporte, au moins sur le court terme. La réponse, cependant, ne consiste pas à nier ces risques, mais à les confronter aux données observées. Au Mali, malgré les audits successifs et les ajustements administratifs, la production reste proche de 67 tonnes en 2025, ce qui contredit l'hypothèse d'un arrêt ou d'un effondrement immédiat. Les flux demeurent rapides et stables, ce qui suggère une capacité d'adaptation plutôt qu'une rupture. De plus, une progression d'environ 12% sur 2 ans indique une reconfiguration graduelle, compatible avec une activité soutenue. Enfin, dans certaines zones minières, l'emploi augmente d'environ 15% en 2025, signalant qu'une partie des responsabilités a pu être transférée vers des acteurs nationaux à condition de répondre à des exigences accrues de traçabilité. Ainsi, les critiques conservent une validité théorique. Le risque d'investissement et le risque de continuité existent, mais les indicateurs disponibles invitent à une lecture intermédiaire. La région ne rompt pas avec le marché mondial. Elle tente d'en renégocier les modalités par une discipline de preuve. C'est aussi le sens de l'approche associée à Ibrahim Traoré, rendre la souveraineté observable et donc discutable, par la mesure plutôt que par la proclamation. Le point central devient alors clair. La méthode n'élimine pas le risque, elle cherche à le rendre gouvernable. La souveraineté se lie dans les registres. Ce point médian clarifie ce qui a réellement changé. Jusqu'ici, la lecture dominante opposait rupture et continuité, comme si le Sahel devait choisir entre confrontation et dépendance. Or, le basculement observé montre autre chose, la capacité de déplacer les règles sans rompre les flux. La méthode n'a pas recherché l'affrontement frontal, elle a déplacé l'axe de légitimité vers la donnée produite localement, puis vers la preuve certifiée. Ce déplacement devient visible dès que l'on observe la réaction des systèmes. Les marchés n'ont pas cessé d'exister, mais leurs modèles ont perdu en autorité à mesure que les chiffres nationaux ont montré une stabilité inattendue. Les administrations, de leur côté, ont cessé de se comporter comme des arbitres lointains. Elles deviennent des acteurs économiques capables d'imposer des formats, des audits et des calendriers de conformité. Dans ce cadre, les contrôles ne sont plus perçus comme des interruptions, mais comme des instruments de régulation. L'influence d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un catalyseur méthodologique plutôt qu'un symbole. En plaçant la comptabilité au centre du politique, son approche rend la souveraineté observable. Le contrôle devient une pratique quotidienne, non une déclaration d'intention. Et c'est ce réalisme procédural qui ferme l'ambiguïté centrale. La question n'est plus y a-t-il rupture, mais comment la méthode transforme-t-elle durablement les comportements ? Pour mesurer les conséquences réelles, il faut regarder séparément 4 groupes, puis les mettre en regard. Le changement n'est ni uniforme, ni instantané, mais il devient lisible par ses effets différenciés qui s'additionnent au lieu de s'annuler. Pour l'État, l'impact le plus immédiat tient à la production autonome de données. Les audits révèlent des sous-déclarations et des exemptions héritées, ce qui transforme le rôle public. L'administration n'est plus seulement un arbitre distant, elle devient un acteur économique central.
La capacité à certifier les volumes et à publier des résultats réguliers renforce la crédibilité institutionnelle. Saine car elle réduit la dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. La stabilité des flux, observée en 2025, malgré la pression de contrôle, change aussi la position de négociation. L'État peut discuter les règles du jeu sans être accusé de menacer l'activité. Cette bascule est silencieuse, mais elle modifie la logique même de la souveraineté. Ce qui n'était qu'un discours devient un ensemble de procédures vérifiables. Pour les entreprises, la transition se traduit par une redistribution des responsabilités. Les opérateurs étrangers doivent adapter leurs pratiques documentaires, parfois réduire leur présence ou accepter des exigences de transparence plus lourdes. Dans le même temps, des prestataires nationaux accèdent à des contrats auparavant verrouillés, mais sous contrainte, délais stricts, traçabilité complète, des certifications systématiques. La progression d'environ 12% de la production sur 2 ans suggère que cette adaptation n'a pas étouffé l'activité. Elle l'a réorganisée autour de standards plus lisibles. Cette reconfiguration peut créer des frictions et des coûts de conformité, mais elle ouvre aussi des marges nouvelles. Les acteurs locaux ne sont plus périphériques, ils deviennent des maillons critiques, capables de capter une partie de la valeur associée aux services et à la logistique. Pour les ménages, l'effet principal est la continuité inattendue du quotidien. Contrairement au scénario de choc, les extractions se poursuivent et les salaires continuent d'être versés. Dans certaines communes minières, la hausse d'environ 15% de l'emploi en 2025 atténue l'incertitude et stabilise les économies locales. Cela ne signifie pas un gain spectaculaire. Cela signifie que la souveraineté comptable n'a pas été vécue comme une rupture brutale. La perception du risque change. La réforme n'apparaît plus comme une menace abstraite, mais comme une variable compatible avec la vie économique ordinaire, à condition que les procédures restent cohérentes et prévisibles. Pour la région, la conséquence majeure réside dans l'alignement méthodologique. Les administrations voisines observent que la stabilité malienne contredit les prévisions alarmistes et elles commencent à ajuster leur propre cadre de contrôle. Cette dynamique ne produit pas une uniformité politique, mais une cohérence technique. Format d'audit plus comparable, exigence de transparence plus proche, capacité accrue à discuter les flux sur la base d'éléments certifiés. Dans ce mouvement, l'impulsion associée à Ibrahim Traoré sert de repère. La comptabilité devient un langage commun, capable de synchroniser des initiatives nationales sans les fusionner. Pris ensemble, ces effets dessinent une géométrie nouvelle. L'État gagne en lisibilité, les entreprises en responsabilité, les ménages en prévisibilité et la région en cohérence. Aucun groupe n'enregistre un bénéfice isolé spectaculaire. Tous participent à une stabilisation cumulative. Et c'est précisément cette accumulation qui explique pourquoi la doctrine sahélienne produit des conséquences tangibles sans provoquer la rupture redoutée. La souveraineté cesse d'être un mot d'ordre, elle devient un système observé, mesuré et discuté. À 6 ou 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture conditionnels. Chacune dépend moins d'un événement spectaculaire que de la cohérence avec laquelle la méthode est appliquée et de la capacité des institutions à absorber les frictions. Dans un premier cas, la trajectoire la plus probable reste celle d'une continuité méthodique. Les États sahéliens maintiennent le rythme actuel sans accélération brutale. Les audits suivent que des calendriers prévisibles, les concessions sont renégociées au fil des échéances et les opérateurs adaptent leurs pratiques documentaires sans quitter massivement le terrain. Les flux restent globalement stables, car la réforme se contente de resserrer la preuve plutôt que de bouleverser l'architecture. Le gain principal n'est pas spectaculaire, il réside dans la réduction progressive de l'écart entre ce qui est déclaré et ce qui est certifié, ce qui rend la négociation moins émotionnelle et plus technique. Si cette discipline tient, alors la souveraineté comptable s'installe comme norme opérationnelle avec un effet direct. Moins de surprises, plus de comparabilité,
plus de prévisibilité. Une version plus optimiste existe aussi, portée par une synchronisation régionale accélérée. La méthode devient réellement collective. Les formats d'audit se rapprochent, non ? Les exigences de traçabilité s'harmonisent et des compétences techniques circulent plus vite entre administrations. La cohérence s'approfondit. Ce qui a été testé au Mali s'aligne davantage avec le Burkina Faso et le Niger, et créant un standard sahélien lisible pour les partenaires. Dans ce cas, la crédibilité institutionnelle se renforce parce que les données ne sont plus seulement nationales, elles deviennent compatibles entre États. La référence méthodologique associée à Ibrahim Traoré prend alors une dimension régionale, non comme modèle politique, mais comme logique de preuve. Si cette synchronisation progresse, certains acteurs extérieurs cessent de contourner les règles et choisissent de négocier à l'intérieur du cadre, parce qu'il devient stable et mesurable. Enfin, un scénario de tension doit être envisagé avec une résistance extérieure plus visible et une fatigue interne. Cette trajectoire n'implique pas nécessairement l'effondrement, mais une pression accrue, signaux politiques, durcissement de positions contractuelles, ralentissement logistique ou contestation juridique. La charge devient double, poursuivre la réforme tout en gérant ces frictions. Le facteur décisif reste la cohérence interne. Institutions alignées, la transition ralentit sans se briser. Institutions dispersées, la dynamique s'essouffle et l'écart entre intention et capacité redevient une faiblesse. Une recommandation demeure, quel que soit le scénario, mesurer avant d'agir, documenter avant d'annoncer. La méthode ne supprime pas le risque, elle le rend observable, et donc gouvernable. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni macroéconomique ni institutionnel. Il est psychologique. Pendant longtemps, la valeur semblait se décider ailleurs, avant même d'être comptée localement. La généralisation des audits, qui est la publication de données produites sur place et la mise en avant de procédures vérifiables, modifient cette perception. La souveraineté devient observable, presque tangible, parce qu'elle repose sur des gestes visibles et répétés, pas sur des promesses. Chez les jeunes actifs, la transformation prend une dimension concrète. L'extension des équipes d'audit, la demande accrue de compétences techniques et la montée en puissance de prestataires locaux ouvrent des trajectoires professionnelles nouvelles. Le secteur cesse d'être perçu comme un espace verrouillé où seules quelques structures contrôlent la chaîne. La transition ne promet pas une ascension rapide, mais elle rend l'effort lisible. Formation, certification, traçabilité, puis accès à des contrats plus exigeants. Cette lisibilité change la manière dont le travail est imaginé, car elle rend les règles plus compréhensibles. Les diasporas regardent ce mouvement avec une autre focale. Là où dominait une image de dépendance structurelle, elle distingue une région en réorganisation méthodique. La comparaison entre projection extérieure et résultats observés nourrit une curiosité active. Si les flux se maintiennent malgré les audits, alors l'histoire n'est pas celle d'un effondrement annoncé, mais celle d'une capacité d'ajustement. Ce déplacement du regard peut sembler subtil, mais il influence le lien affectif au territoire. La résignation recule, l'attention revient. Dans les centres urbains, enfin, la lisibilité des décisions publiques devient un facteur central de confiance. Quand des audits sont publiés, quand des clauses sont renégociées, quand des procédures sont clarifiées, le débat se déplace des intentions vers les résultats. La confiance ne s'impose pas. Elle se construit par accumulation de preuves. Et c'est peut-être l'effet le plus durable. Lorsque les règles deviennent compréhensibles, chacun peut situer sa place dans une transformation encore en cours. Pour consolider le modèle, une feuille de route s'impose, avec des étapes lisibles. Qui fait quoi, à quel rythme, et comment mesurer le progrès. L'objectif n'est pas de produire une proclamation de plus, mais de transformer la doctrine en système vérifiable, capable de survivre aux tensions et aux changements de cycle. D'abord, il faut renforcer durablement les unités de contrôle. Les administrations doivent moderniser leurs registres, et standardiser les formats de déclaration et déployer des outils capables de vérifier les volumes avec plus de régularité. L'indicateur de suivi est simple, réduire progressivement l'écart entre les données déclarées par les opérateurs et les chiffres certifiés par l'État. Plus cet écart diminue,
plus la souveraineté comptable gagne en consistance. Ibrahim Traoré l'a formulé implicitement par la méthode. Mesurer d'abord, puis négocier. Ensuite, il faut investir dans la compétence locale. Sans formation solide, la réforme s'érode. Des filières techniques, universitaires et professionnelles doivent être dédiées à l'audit, à la certification et à l'analyse minière. Le critère de réussite devient alors le taux d'inspection mené sans assistance extérieure et la capacité à produire des rapports comparables d'une année à l'autre. On ne contrôle pas durablement avec des procédures importées si l'expertise reste importée. Troisièmement, la synchronisation régionale doit être organisée, aligner les formats d'audit, partager des données critiques, constituer des équipes conjointes. Ces actions transforment des initiatives nationales en architecture cohérente. L'indicateur concret est la diminution des divergences entre rapports nationaux et une prévisibilité accrue des flux à l'échelle sahélienne. C'est à ce niveau que l'expérience burkinabé associée à Ibrahim Traoré sert de référence méthodologique, non comme modèle figé, mais comme langage commun de preuve. Enfin, la publication régulière des résultats reste décisive. Audit rendu public, clauses renégociées documentées, procédure clarifiée, cette transparence stabilise la confiance interne et limite les interprétations arbitraires. Le suivi se mesure par la régularité et la complétude des rapports accessibles au public, car une donnée non publiée reste une puissance incomplète. Ces axes forment une progression. Contrôler, former, synchroniser, publier. Si cette séquence tient, la doctrine cesse d'être un discours et devient une routine institutionnelle capable de durer. Lorsque l'on revient au point de départ, une image s'impose à nouveau, celle d'un inspecteur, registres ouverts, qui a cessé de traiter son travail comme une formalité. Dans un bureau étroit, chaque ligne devient un enjeu, chaque incohérence une piste, chaque correction une preuve. Cette scène paraît banale, mais elle révèle la portée réelle de la transition. Ce sont des gestes précis, répétés, qui donnent corps à une doctrine longtemps perçue comme abstraite. Dans ce mouvement, la place d'Ibrahim Traoré apparaît sans emphase héroïque. Son apport tient à une intuition structurante. La souveraineté commence par la capacité à mesurer ce que l'on produit, puis à certifier ce que l'on affirme. En plaçant la comptabilité au centre de l'action publique, Ibrahim Traoré a déplacé le débat des intentions vers les procédures. Ce principe, contesté à Ouagadougou, a trouvé des prolongements au Mali et au Niger, non par imitation mécanique, mais par cohérence méthodologique. Les populations, elles, observent désormais avec un calme attentif. Les annonces comptent moins que les résultats publiés. Les discours pèsent moins que les chiffres vérifiés. Et cette attente patiente marque une rupture silencieuse avec le passé. La valeur ne se décide plus seulement ailleurs, elle se discute là où elle est mesurée. Une phrase résume cette boucle. La précision redessine l'équilibre du pouvoir. À ce stade, la transition sahélienne ne se résume plus à un dossier technique ni à un échange d'experts. Elle devient un espace de discussion collective, où institutions, acteurs économiques et citoyens regardent les mêmes chiffres, mais peuvent en tirer des lectures différentes. Cette pluralité n'est pas un signe de fragilité. Elle indique qu'un modèle commence à être suffisamment lisible pour être contesté, amélioré et évalué sur pièce. Certains y verront une stabilisation prudente, une manière d'éviter le choc en resserrant la preuve. D'autres y liront une reconfiguration plus ambitieuse, la capacité de renégocier la place du marché sans rompre les flux. D'autres encore parleront d'une transition incomplète, encore fragile, parce que les procédures restent exigeantes et les pressions extérieures réelles. Ces interprétations peuvent coexister tant qu'elles s'appuient sur des éléments vérifiables plutôt que sur des projections abstraites. C'est dans cet échange raisonné que la doctrine trouve sa portée durable. Comprendre comment une région redéfinit ses règles par la précision plutôt que par la proclamation aide aussi à lire d'autres transformations en cours ailleurs. Ibrahim Traoré, dans cette histoire, n'est pas une conclusion. Il est un repère de méthode, un rappel que mesurer précède toute négociation. La question reste donc ouverte, et elle s'adresse à chacun. Comment évaluez-vous une souveraineté qui se construit moins par le discours
que par la constance des pratiques et la rigueur des chiffres. Das Seed.